Midi à tous, je suis très content d'être avec vous cet après-midi. Donc, j'imagine que la plupart ont déjà eu à tester un modèle d'IA générative ou un large language model LLM. Donc, que pensez-vous qui se passe si je demande à un LLM combien d'avions commerciaux ont été livrés par Airbus en 2023? Eh bien, il n'arrive pas à me répondre. Donc, il nous dit tranquillement, Claude 2, dans le cas que on n'est qu'au début de l'année 2023, donc il ne peut pas répondre, et qu'il essaye assez simplement de nous rediriger vers de la donnée de 2022. Donc, on se rend assez facilement compte avec un exemple comme ça que pour aller répondre, par exemple, à des données d'actualité ou bien des données liées à un domaine spécifique, on va aller devoir utiliser d'autres techniques ou d'autres patterns dont le RAG est l'une des plus populaires aujourd'hui pour ce qui se fait. Donc c'est principalement de quoi on va parler aujourd'hui. Donc on va parler d'IA génératif et de RAG, spécifiquement associé à l'industrie manufacturière. Donc on aura pour ça du coup un témoignage de Nasser Gesmia, GenAI Project Lead Airbus. Et moi-même, du coup, côté AWS, Joël Tanque, architecte de solution, et je serai accompagné de Yaya Albaba, architecte prototype. Donc, comment sera subdivisée cette présentation? Donc, on va commencer déjà par en première partie sur les concepts théoriques en termes de RAG. Et ensuite, je laisserai la main à Nasser pour vous parler du coup de comment Airbus a pu mettre en avant ces différentes architectures à travers différents cas d'utilisation. Et ensuite, Yaya terminera par une démo assez concrète de comment mettre en place et optimiser ces architectures grâce à Amazon Bedrock. Donc accrochez-vous, le vol de la session GAI 318 promet d'être un peu agité, mais normalement vous êtes entre de bonnes mains. Donc pour commencer déjà, pourquoi on a besoin de personnaliser? Donc on a généralement trois principales situations qui permettent de se dire qu'on a besoin d'aller un peu plus loin que les modèles standards qu'on a sur le marché. Premier cas d'utilisation, ça peut être le fait d'aller s'adapter vraiment à un vocabulaire spécifique. Donc, on peut être par exemple dans le vocabulaire de la santé et on se dit que les modèles standards n'ont pas cette compréhension d'une terminologie très fine. Donc, on va aller utiliser de la personnalisation pour aller un peu plus loin. Deuxième cas d'utilisation, ça peut être d'aller faire des tâches vraiment spécifiques. Donc, par exemple, on peut être sur de la finance et on se dit que pour faire des rapports financiers qui ont un taux de finesse qu'on veut aller rechercher, on a besoin d'avoir des techniques de personnalisation qui permettent d'affiner la compréhension que le modèle peut avoir de ce domaine-là. Et le dernier élément, c'est généralement pour avoir rajouté du contexte. Donc, on peut être dans un cas où on a tout un service client sur lequel on a une conversation. Si on a besoin d'avoir l'ensemble de la conversation qui va être pris en compte dans le contexte avant de répondre, on peut aller utiliser des techniques de personnalisation. Donc, pour faire cela, on a différentes techniques qui peuvent être utilisées et du coup, des techniques qui apportent un niveau de performance graduelle, mais du coup, le niveau de performance généralement est corrélé à la qualité, au coût et à la complexité qu'il faudra utiliser pour pouvoir mettre en place cette technique-là. Donc, la première technique par laquelle tout le monde commence généralement, c'est le prompt engineering. Là, c'est des techniques qu'on a pu expérimenter qui permettent du coup d'aller soit rajouter du contexte directement dans le prompt de manière manuelle ou bien donner des exemples dans le prompt directement pour apprendre au LLM comment il va raisonner ou bien les étapes qu'il va utiliser pour répondre à la question de la manière dont on a besoin. Donc ensuite, on a du coup le RAG qui se définit Retrieval Augmented Generation. Là, le but va être d'aller interroger des bases de connaissances externes à la base sur laquelle il est entraîné de manière préalable pour pouvoir enrichir mon prompt et ensuite répondre à la question dont j'ai besoin. La troisième étape, du coup, va ce qu'on appelle le fine-tuning. Ici, on va aller modifier les paramètres internes du modèle en venant du coup rajouter, en faisant un deuxième réentraînement avec un jeu de données spécifique au domaine auquel on veut répondre. Donc, on va rester sur un modèle qui a déjà été préentraîné, mais faire un deuxième préentraînement à travers des données spécifiques à notre domaine. Et la dernière technique la plus avancée et la plus complexe va être vraiment d'aller faire un réentraînement à partir de zéro. Donc là, ça suppose qu'on est sur un cas d'usage assez spécifique sur lequel on a un gros jeu de données. Donc on va refaire l'entraînement de zéro, par exemple sur un jeu de données ce qui concerne l'aviation de manière générale. Donc
Comme je disais, on va vraiment se concentrer sur le RAG aujourd'hui parce qu'il offre en fait le meilleur ratio aujourd'hui en termes de complexité, mais aussi en termes de simplicité de mise en avant par rapport à la performance qu'on va pouvoir aller avoir derrière lorsqu'on a différentes technologies. Donc, on va être sur le RAG parce qu'il permet du coup d'optimiser les réponses, mais du coup sans toucher au poids ou aux paramètres du modèle, ce qui permet d'éviter par exemple des hallucinations lorsqu'on n'est pas sur un haut niveau de connaissance. Donc, lorsqu'on parle de RAG, c'est un acronyme qui s'explique par lui-même. Donc, on a vraiment la partie récupération qui va être le fait d'aller interroger cette base de connaissances interne dont je parlais. Ensuite, on va rajouter au prompt initial, c'est ce qu'on appelle augmentation. Donc, en plus de la requête initiale qui va être faite, on va faire de l'augmentation. Donc, on le verra dans le schéma suivant. Et ensuite, on va le donner au LLM pour faire de la génération. Donc, la partie spécifique qui nous intéresse, c'est beaucoup la partie récupération. Donc, on a plusieurs types de récupération qui peuvent être faites à ce niveau. Et là, du coup, on a trois principales qui se dégagent généralement. On peut faire de la récupération de données structurées. Donc, par exemple, aller interroger une API ou une base de données, l'API de la météo, ou bien, par exemple, une base de données de commandes pour aller récupérer l'ensemble des commandes qui sont associées à un ID. On peut avoir la récupération basée sur les règles. Donc là, par exemple, avec un moteur de recherche derrière, donc si on est sur un corpus documentaire, on veut rechercher par exemple l'ensemble des documents qui parlent de fruits. Donc on va rechercher pour le mot fruit et à chaque fois que le mot fruit sera mentionné, on pourra récupérer le document qui permet de rajouter la connaissance. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, on a la recherche sémantique. Donc, par exemple, si on revient sur l'exemple précédent, donc par exemple, si on recherche fruits, on peut être amené à retrouver des documents qui parlent de fruits de mer, alors que ce n'est pas forcément ce qu'on voulait rechercher dans ce cas d'usage-là. Donc, la recherche sémantique va permettre d'aller un peu plus loin en termes de recherche pour vraiment comprendre la valeur sémantique et le champ lexical et qui correspond à ce qu'on veut aller chercher. Donc, on va aller un peu plus loin en termes de capacité de recherche. Donc, par exemple, pour le cas du fruit, on pourra, en plus des mots, on a des documents dans lesquels on a mentionné fruit explicitement, aller récupérer des documents sur lesquels qui parlent d'orange, qui parlent de pépins. Donc là, c'est des exemples en termes de mots, mais on peut aller un peu plus loin, on peut aller vraiment plus loin dans le terme de compréhension des phrases en elles-mêmes. Et c'est là où la recherche sémantique va être très intéressante. Donc, on va se concentrer sur cette partie-là pour la suite de notre présentation. Et lorsqu'on parle de recherche sémantique, une notion très importante, c'est la notion d'embeddings. Parce que nous, en tant qu'humains, on comprend bien les textes, mais du coup, la machine, il comprend plutôt des valeurs numériques. Donc l'embedding va permettre du coup cette représentation numérique de notre texte qui va être faite du coup par d'autres modèles de langage qui vont être utilisés, qui vont transcrire le texte humain en valeurs vectorielles qu'on appelle embeddings. Et du coup, il va représenter ces vecteurs-là. Et lorsqu'on représente les vecteurs, on verra bien que, par exemple, le vecteur chat sera plus proche du vecteur félin, là où le vecteur chose sera plus proche du vecteur canin. Donc, c'est cette représentation vectorielle-là qui va permettre à la machine de récupérer vraiment l'information pertinente qu'on a envie de récupérer, qu'on a envie de retrouver par rapport à la question qui a été posée derrière. Donc une fois qu'on a fait la partie embeddings, on va essayer de voir un peu comment tout ça peut s'architecturer si on revient à l'exemple que j'ai pris par exemple au départ. Donc au départ, si on a besoin de répondre à certains types de thématiques, le plus important, on l'a encore dit ce matin, c'est d'avoir la donnée. Donc il n'y a pas d'IA sans données, donc le plus important, c'est vraiment d'avoir cette maturité déjà en termes de data. Donc par exemple, si on est sur des questions où on veut répondre par exemple à des données internes ou à des informations spécifiques sur Airbus, là, par exemple, pour mon cas, j'ai pris le rapport financier de Airbus 2023. Donc, c'est ma partie, c'est ma donnée qui est disponible. Donc, j'ai une phase d'ingestion préalable. Cette phase d'ingestion préalable va permettre du coup de faire la transformation humain en représentation vectorielle par mon modèle d'embeddings. Et on va le stocker dans des bases de données spécifiques qui sont des bases de données vectorielles. Donc, une fois que j'ai fait cette partie en termes d'initialisation, je vais venir poser ma question. Combien d'avions ont été livrés par Airbus en 2023? Donc le premier composant dont j'aurais besoin ici, c'est un composant d'orchestration. Donc généralement, lorsqu'on est sur des architectures un peu plus avancées, on va peut-être aller devoir interroger différentes bases de connaissances en fonction de la question qu'on veut poser, ou bien aller récupérer des actions après qu'on ait récupéré la connaissance. Donc l'orchestration va vraiment faire tout cet agencement-là. Et dans le cas d'usage spécifique de ma question, l'orchestration va aller faire une recherche de similarité sur mon corpus documentaire
pour rechercher la question spécifique que j'ai posée. Donc, on va rechercher dans ma base de données vectorielle et il va récupérer l'information spécifique qui se trouve dans mon document par rapport au nombre d'avions qui ont livré. Et c'est cette partie d'augmentation qu'on aura du coup et qui va être rajoutée à la requête initiale. Et c'est cet ensemble de ce contexte qui va être délivré à notre LLM. Et c'est à partir de ça que lui, il va juste en fait faire une représentation en natural language qui va permettre de répondre de manière naturelle à ma question. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la réponse à ma question derrière pour le modèle de langage, que le modèle de langage n'a pas pu réussir lorsque j'ai fait mon test. Donc là, on a vraiment l'architecture de référence, de conception de qu'est-ce qu'on fait derrière lorsqu'on met en place du RAG. Donc on a 4 éléments principaux qui ressortent là. Donc on a la partie modèle embeddings, on a la partie LLM, on a la partie orchestration et également on a la partie base de données vectorielle. Donc on va voir des briques AWS qui peuvent être utilisées dans ce type de configuration. Donc déjà, pour la partie base de données vectorielle, généralement, le service le plus utilisé qu'on voit chez nos clients, c'est vraiment Amazon OpenSearch. Parce que du coup, il va permettre d'avoir en même temps les fonctionnalités de stockage vectoriel, mais également les fonctionnalités de moteur de recherche. Donc, ce qui en fait un bon cas d'usage pour la Generative AI. Et du coup, il est d'autant plus intéressant parce qu'on peut aller chercher des fonctionnalités serverless qui permettent de faire tout ça sans avoir géré les serveurs, ce qui permet d'avoir une architecture du coup, qui est prête pour la production assez rapidement. Donc, on a OpenSearch pour la partie base de données vectorielle. Après, que ce soit pour la partie modèle d'embeddings ou bien pour la partie LLM, on a la possibilité d'utiliser Amazon Bedrock qui a été présenté ce matin, mais on a également la possibilité d'utiliser un service, une fonctionnalité qui s'appelle SageMaker Jumpstart. Donc, pour ceux qui connaissent déjà SageMaker, Amazon SageMaker Jumpstart s'intègre vraiment dans l'environnement SageMaker que vous connaissez déjà, mais il va apporter une fonctionnalité de catalogue de modèles de langage qu'on va aller pouvoir, ou modèle de langage ou même modèle d'image, donc ils sont vraiment catégorisés en fonction de la thématique, qu'on va aller pouvoir choisir dans le différent catalogue en fonction de la problématique et les déployer assez rapidement sur les instances SageMaker que vous connaissez déjà. Donc l'avantage ici, c'est que on est sur un environnement qu'on connaît déjà. Et après, qu'on veut le switcher sur SageMaker Jumpstart ou bien Bedrock, c'est juste un endpoint au niveau de l'inférence qui a changé. Donc en soi, il n'y a pas, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a- il y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. L'avantage de SageMaker Jumpstart, c'est qu'on peut avoir autant des modèles open source que des modèles propriétaires via la marketplace. Ce sont des modèles sûrs qui ont été accessés par AWS. Et du coup, on va pouvoir les intégrer à notre workflow ou même peut-être les fine-tuner. On a également un avantage en termes de sécurité parce que du coup, la donnée reste dans votre compte et du coup, ni les données en termes de prompt ou bien en termes de log ne sont réutilisées pour entraîner les modèles sous-jacents. Donc, on a un gros focus sur la sécurité à ce niveau-là. Donc, que ce soit pour le modèle LLM ou bien le modèle d'embeddings, on peut utiliser SageMaker Jumpstart et on a la main sur la configuration. Ensuite, le dernier élément, du coup, c'est la partie orchestration. Donc, le framework le plus utilisé aujourd'hui, c'est bien évidemment LangChain, parce que du coup, il va vous permettre de simplifier le développement de vos applications, parce qu'il offre une interface d'API commune pour accéder à différents LLM et à différentes API externes. Donc, LangChain va du coup vraiment permettre, que ce soit en Java, en Python ou bien en JavaScript, de permettre d'avoir cette couche d'agencement-là qui manque à votre architecture RAG. Donc, derrière, on va avoir une architecture qui ressemble à peu près à ça. Donc, si on remplace brique par brique, donc on a LangChain pour la partie orchestration, on a le OpenSearch pour la partie stockage vectoriel et recherche sémantique, et ensuite SageMaker Jumpstart qui peut héberger le modèle de LLM et le modèle d'embeddings. Donc, c'est une architecture assez similaire qui a été utilisée par Airbus du coup dans l'ensemble de ces cas d'usage. Et on a vraiment la chance d'avoir Nasser Guesmi avec qui on a pu travailler pour mettre en place ces différentes architectures. Donc, je vais lui passer la main du coup pour vous partager le retour d'expérience de Airbus et je le remercie encore pour sa présence aujourd'hui. Merci Joël. Alors, on y va alors, hein. Alors tout d'abord, je vous remercie d'être ici. Je suis ravi d'être ici. Et on va commencer par vous présenter. Je vais vous présenter très rapidement le groupe Airbus. Donc on est dans l'aérospatiale et la défense, avec des avions commerciaux, des hélicoptères, et aussi dans l'espace et défense. Et également, on a des unités d'innovation et de recherche et technologie. Le groupe est constitué de 135 000 employés, et c'est une présence qui est mondiale.
Alors, comment on a abordé l'IA générative chez Airbus après la vague ChatGPT? En fait, on a créé une structure ad hoc qui est en fait une structure cross-division et cross-fonction. Donc, elle s'appelle le GENER. Elle a été organisée en plusieurs work packages. Le premier work package, c'est tout ce qui est autour de la veille technologique. Le deuxième work package, c'est l'IA responsable. Alors derrière l'IA responsable, c'est aussi bien protéger nos salariés et toutes les personnes qui utiliseront des solutions de générative AI, hein, toute notre supply chain, et également aussi veiller à ce que les solutions d'IA générative ne produisent pas des contenus toxiques, notamment. Mais il y a plein d'autres, vraiment, il y a plein d'autres sujets et des aspects légaux de propriété intellectuelle. Ensuite, on a aussi un work package qui a été mis en place pour gérer la demande. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'attentes en termes d'IA générative. Et enfin, il y a un work package qui s'appelle stratégie et implémentation. Donc, moi, je travaille beaucoup sur ce work package qui, comme son nom l'indique, c'est définir la stratégie et la manière dont ça va être implémenté. Et tout ça, c'est mandaté au niveau des exécutifs côté Airbus. Alors, le cadre des activités de Generative AI sur AWS, c'est une petite histoire. Ça a commencé, ça a commencé en fait par une collaboration avec l'équipe AWS Prototyping Team. Et c'est vraiment une collaboration avec un esprit de co-construction, hein. L'idée, c'était pas que AWS fasse, mais qu'on fasse ensemble. Ça nous a permis une accélération de nos développements. Et on est aussi parti sur une équipe core très réduite. Alors, vous allez voir, il y a un des use cases qu'on a réalisé qui était plutôt un technical proof of concept qui a été fait au mois de juin en 5 semaines. Dans les exigences, dès le départ, ça c'était a priori, on voulait des résultats factuels. On n'a pas besoin, comme tu le dis, on parlait d'hallucination. C'est pas ce qu'on souhaite. En termes de sécurité, là, je vais plutôt parler de la partie cybersécurité. Ça aussi, c'était une exigence. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça s'est un petit peu déroulé. Également, une forte compréhension du voyage de la donnée. Moi, j'appelle ça voyage de la donnée, c'est savoir où vont les données. Donc, Joël a évoqué le fait que les données ne sont pas réutilisées, les prompts, etc. L'idée, c'était aussi d'avoir une architecture qui soit réutilisable, le maximum. Et également, on jette un œil sur tout ce qui était coût. Enfin, dans les choix qu'on a faits, je vais revenir sur la partie IA responsable. Dès le départ, dans notre POC, c'est quelque chose qu'on a essayé de prendre en compte, même avant en fait la signature de l'EU AI Act. Autre choix qu'on a fait, on a fait le choix de travailler dans le cadre de ces activités avec des open source, des LLM open source, et également en fait de partir sur les modèles de fondation. D'accord. Donc vous verrez qu'on n'a pas fait, il y avait un choix où on ne va pas aller faire du fine-tuning a priori. Alors les 5 semaines, c'est à peu près la durée, c'est entre 5, 6 et 7 semaines, l'ensemble des use cases qui ont été faits, et aussi avec une grande soif d'apprendre. Alors, l'approche initiale, donc je vais revenir, hein, c'est avec l'équipe AWS Prototyping Team, c'était de partir d'une solution qu'on avait mis en place, que je pilotais, qui est basée en fait sur un chatbot et qu'on a naturellement étendu pour faire de la génération de réponses. Alors, je vais repartir du schéma de Joël. Donc, la partie retrieval, la partie augmented et la partie génération. Alors, sur la partie retrieval, le moteur de recherche qu'on avait utilisé, c'est Amazon Kendra. Donc, ça, c'est quelque chose qui existait. Donc, le retrieve, on l'avait déjà dans nos chatbots. La partie augmentation, c'est ce qui a été rajouté, hein. C'est donc l'enrichissement du contexte utilisateur avec de l'orchestration via LangChain et du prompt engineering. Et en fait, la partie génération, c'est celle qui consistait en fait à brancher le LLM
Et on a commencé avec l'open source Falcon. Alors, dans les cas d'usage métier, voilà, juste pour vous donner une petite idée, voilà, il y a des cas d'usage qui ont tourné autour des questions et réponses, autour de documentation technique, également de l'aide à la rédaction de documents techniques, et ça, je peux vous dire que c'est pas si évident que ça. Des résumés d'échanges, parfois qui peuvent être techniques, qui peuvent être très très longs, et également un use case qui était en fait à monter un assistant à la gestion des exigences, notamment pour la partie conception des systèmes électriques. Alors, je vous invite à aller à l'Innovation Corner où il y a un stand au premier étage où vous pourrez voir une démo. Alors, les réalisations qui ont été faites, hein, toujours avec le même schéma. Donc, notre partie récupération, elle a été modifiée en mettant en place le composant Amazon Search. Je cite ici Amazon Comprehend puisque ça nous a aidé en fait à faire de l'anonymisation de données. Ça fait aussi partie de la partie IA responsable. Donc après, le module augmentation n'a pas trop changé. Et sur la partie modèle, ben, on a essayé des modèles comme Llama 2 et Mistral. Alors, il y a un cas où on a fait du fine-tuning, et je vous avoue que ça n'a pas été un franc succès. C'est très, très compliqué. Donc, l'architecture simplifiée, je ne vais pas vous la détailler. Ok. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, on va passer par le bloc fonctionnel qui est toute la partie indexation. Donc, Joël t'en a parlé hein, tout à l'heure. On prend de la donnée, notamment tout ce qui, on aime bien, moi j'aime bien tout ce qui est non structuré. Okay. Et donc, on indexe ça. Le deuxième bloc, c'est tout ce qui était conversation et inférence. Donc voilà, c'est tous ces schémas un petit peu compliqués, mais je sais que je suis dans une session technique de niveau 300. Donc voilà, pour satisfaire les architectes. Je sais qu'ils aiment bien ça, les architectes. Okay. Et voilà, et il y avait un autre module qui est autour de l'évaluation, et ça, c'est vraiment, c'est quelque chose sur lequel on a encore beaucoup de boulot à faire. Évaluer des résultats d'un LLM dans un certain contexte. Voilà. S'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, je suis preneur. Voilà. Et en termes de retour d'expérience, j'ai commencé déjà un petit peu à lâcher le morceau. On a réussi à maintenir le degré de sécurité hein, qu'on avait sur notre plateforme chatbot. Je crois que voilà, vous avez compris qu'on était un petit peu parano en termes de sécurité. Peut-être un point qui a été important, c'est l'infra as code. Okay, donc dès le départ, on est parti sur de l'infra as code, ce qui nous a permis en fait de pouvoir en fait dupliquer ces architectures. Alors peut-être un point que j'ai oublié de mentionner, il faut savoir que l'intervention de l'équipe prototyping team s'est fait sur le use case technique et un des use case business. Les autres use cases, il y en a à peu près 5 ou 6, je n'ai plus ça en tête. On les a fait en interne avec des partenaires, avec du conseil high level de nos amis d'AWS. Un point qui était important, c'est les micro-formations. Au début, quand on a commencé sur Generative AI, il y avait des concepts qu'on ne comprenait pas trop. Et parfois, en une demi-heure, on avait des petites sessions comme ça, improvisées. Je ne vais pas dire improvisées, mais planifiées au dernier moment. Et qui permettait en fait de monter en compétences. On a eu la chance d'avoir un business, dans tous les use cases, les business étaient super impliqués. Voilà. Et ça, il n'y a pas de secret. Hein. C'est vrai qu'il y a une forte demande, des gens qui sont impliqués, et donc ils arrivaient à trouver le temps pour nous suivre dans notre approche, qui est une méthode qui était très agile, hein. Petite équipe, réduite, et on était beaucoup demandeurs en fait des retours business. L'interface utilisateur, ça c'est un conseil. Alors, elle a été, je ne vais pas dire négligée, mais on l'a mis en second plan. Enfin, moi, je l'ai mise en second plan pour récupérer des feedbacks utilisateurs. C'est quelque chose qui est important en fait à soigner dès le départ. Voilà, le fine-tuning, j'en ai déjà parlé. Okay. C'était pas un super succès. Et j'ai aussi parlé déjà de la partie détection des informations personnelles.
Alors, les défis et les points adressés. Dans la partie défis, j'en ai déjà parlé, la partie évaluation des résultats. Il y a aussi un aspect en fait degré de confiance et de reproductibilité. Confiance en fait dans la confiance que peuvent avoir des utilisateurs dans les résultats qui sont donnés. Et à nouveau, on est sur des problématiques où on a besoin d'avoir des faits. On n'a pas besoin d'invention. Dans les limites des modèles qu'on a utilisés, les modèles open source, comme vous vous en doutez, ben, il y a par exemple la fenêtre contextuelle, hein, la taille de la fenêtre contextuelle, le fait que sur les guardrails ou les garde-fous, on a été obligé de les mettre nous-mêmes. OK. Et également, en fait, la problématique du passage à l'échelle. Voilà, les points qui nous restent à adresser, enfin, qui nous restent, pas tous, hein, il y en a d'autres, OK, mais dans les principaux, toute la partie fine-tuning, peut-être avec les bonnes équipes, avec les bons use cases, toute la partie performance, l'optimisation par exemple de l'architecture, ça on a commencé à le faire. Voilà. Après, je cite la partie RAG avancée et tout ce qui est en fait orchestration d'agents intelligents. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie. Je te passe la main, Yaya, et juste avant, si vous voulez me contacter pour un échange, il n'y a aucun souci. Très bien. Merci Nasser pour ce témoignage. Alors, on va voir maintenant donc les défis du RAG, Amazon Bedrock, le service Amazon Bedrock, et comment relever les défis et optimiser une architecture RAG avec Amazon Bedrock. Donc, les défis peuvent être la gestion de multiples sources de données. Les défis peuvent être également la création d'embedding pour des larges volumes de données. Ça peut être la mise à jour incrémentale pour le chatbot, pour le RAG. Il ne faut pas, quand on met en place l'architecture RAG, que la donnée stagne. Donc il faut que ça soit mis à jour d'une manière continue. Il y a un effort de codage, notamment pour la partie ingestion de données, la partie récupération et la partie génération. Il y a la mise à l'échelle, la scalabilité. Donc est-ce que je peux faire 300 appels concurrents? Est-ce que je peux faire 3000 appels concurrents? Et les guardrails pour faire de l'IA responsable. Donc Amazon Bedrock, qu'est-ce que c'est? C'est un service AWS qui permet donc de créer et de déployer des applications d'IA générative, donc des Large Language Models et des FM, des Foundational Models. Ça permet d'accéder simplement donc via une API, donc c'est une solution API-based, donc on peut accéder à différents modèles pré-entraînés. On peut assurer la sécurité et la conformité des données. On va pouvoir personnaliser les modèles avec les données qu'on a dans l'entreprise, donc faire du fine-tuning. On va pouvoir utiliser des agents intelligents pour appeler des API, donc des outils internes ou externes. On va pouvoir optimiser les performances et les coûts parce qu'on a une infrastructure qui est déjà provisionnée pour nous. Et on va pouvoir faire du RAG pour donc étendre les capacités de nos foundational models. Donc, notamment avec les knowledge bases, les bases de connaissances Amazon Bedrock. Donc, les bases de connaissances Amazon Bedrock, ça, c'est une fonctionnalité du service Amazon Bedrock. C'est un feature qui permet donc la prise en charge, donc complètement gérée du RAG. Ça permet de connecter les modèles aux agents et aux bases de connaissances, donc d'une manière sécurisée. Ça permet de récupérer facilement les données et augmenter les prompts. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard. Et ça nous permet de référencer les documents où on a trouvé la réponse. Donc, on a entendu parler d'un workflow d'ingestion de données. On va voir plus en détail qu'est-ce que c'est. Donc, un workflow d'ingestion de données, ça nous permet d'avoir donc la donnée, de la stocker dans un espace de stockage, de segmenter le document, d'appeler un modèle d'embeddings et ensuite donc de stocker l'information dans une base de données vectorielle. Le plus des bases de connaissances de Amazon Bedrock, c'est qu'en 4 étapes de configuration, on va pouvoir choisir donc la source de données, donc Amazon S3. Ça nous permet de faire de la prise en charge, donc des mises à jour incrémentales, un des défis dont on a entendu parler tout à l'heure. Ça nous permet aussi de gérer plusieurs formats de données. On va pouvoir aussi choisir une stratégie de segmentation, donc des segments fixes, pas de segmentation, ou une stratégie de segmentation par défaut. Ça nous permet aussi de choisir, de configurer le embedding models qu'on veut appeler
pour transformer la donnée en vecteur, et ça nous permet de configurer la base de données vectorielle. Donc tout ça, ça va être complètement automatisé, et on va voir plus tard comment. Donc grâce à cette configuration par les knowledge bases, les bases de connaissances Amazon Bedrock. Donc je reviens rapidement sur cette architecture qu'on a vue tout à l'heure, où l'utilisateur va entrer sa requête, donc l'entrée utilisateur. Donc la requête doit être transformée en vecteur. Donc on va appeler un model d'embeddings pour pouvoir faire ensuite de la recherche sémantique. Donc dans cette base de connaissances. Et cette base de connaissances est déjà alimentée donc, par le flux qu'on a vu précédemment. Donc c'est suite à cette recherche, on va avoir un contexte qui va nous permettre d'augmenter le prompt, donc avoir un prompt augmenté avec le contexte qu'on a récupéré et d'appeler un LLM pour générer une réponse cohérente. Donc si on souhaite simplifier ça encore, pas que la gestion des données, mais si on souhaite faciliter ça avec les bases de connaissances Amazon Bedrock, on fait comment? Donc aujourd'hui, il y a une API qui s'appelle récupérer et générer, où l'utilisateur tout simplement peut appeler l'API donc via une requête utilisateur, et on aura une abstraction de toute cette phase. Donc la phase de génération d'embedding, la récupération des documents, l'augmentation de la requête et la génération de la réponse. Donc on n'a plus besoin de faire toutes ces étapes-là, ces fonctions, cet effort de codage pour avoir une réponse. Donc on a parlé, c'est maintenant le moment de la démo. Donc on va voir. Donc là, on est sur la console AWS. On va aller donc sur le service Amazon Bedrock dont je viens vous parler. Donc là, on a un petit overview, une petite description. Donc on va cliquer sur les trois traits et on va aller regarder. Donc là, on va aller donc voir les modèles de base. Donc là, comme vous voyez, il y a des modèles donc Claude d'Anthropic, il y a les modèles donc Jurassic de AI21, et il y a les modèles Llama de Meta. Donc il y a différents modèles qu'on peut appeler pour pour poser des questions et avoir une réponse d'un LLM. Donc là, on va choisir donc Claude Instant 1.2 et on va l'ouvrir pour pouvoir poser cette question. Donc la question, ça sera combien, donc c'est la question qu'on a vue tout à l'heure avec Joël, donc combien d'avions ont été fabriqués par Airbus en 2023. Donc là, on va avoir une réponse qui sera le plus probablement, je ne sais pas. Donc je ne trouve pas de statistiques officielles, etc. Pourquoi? Parce que le modèle a été entraîné jusqu'en 2022. Donc le modèle pense qu'on est en 2022, donc ne peut pas avoir des informations sur la partie, donc les statistiques de Airbus pour la fabrication d'avions en 2023, excusez-moi. Donc on va aller sur les knowledge base, donc les bases de connaissances qu'on vient de voir. Donc on va voir comment on va créer un knowledge base, donc la configuration dont je vous ai parlé à l'instant. Donc là, on va cliquer sur je vais donner un nom à mon knowledge base parce que je peux en avoir plusieurs, donc selon les bases de connaissances et les informations que je souhaite avoir. Donc on va l'appeler donc le knowledge base du summit. On va choisir donc les IAM roles, donc les accès par défaut. On va cliquer sur Next et on va choisir donc une source de données. Donc là, vous voyez, donc ça, c'est l'espace de stockage. C'est un bucket S3. Donc un bucket S3 où j'ai mis différents press release et des différentes informations qu'on peut trouver en ligne, etc. Donc ensuite, on va cliquer sur Next. Et on va choisir le modèle d'embedding. Donc ce modèle-là, il va servir pour l'ingestion de données. Donc il va pouvoir transformer ma donnée en vecteur. Donc ensuite, je vais choisir donc le database, l'endroit où je vais stocker mes vecteurs. Donc là, j'ai plusieurs. Je peux avoir du OpenSearch, du Aurora, du Pinecone ou du Redis. Je peux avoir différentes configurations pour les métadatas. Pour ce cas, on va en fait cliquer, donc ce qui est recommandé, donc par défaut, le Quick Start, donc je vais avoir du OpenSearch et je vais cliquer sur Next. Donc là, en 4 étapes, j'ai configuré mon knowledge base, donc ma base de connaissances. Là, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le créer, parce que j'ai déjà un de créé que je vais vous montrer. Donc, ce qui est important de noter ici, donc j'ai mon knowledge base ID et j'ai le bouton synchroniser. Donc ce bouton synchroniser qui est accessible également par du AWS SDK me permet donc de garder la donnée à jour. Donc la donnée sera, dès que j'ai des nouveaux fichiers, des nouveaux documents qui vont arriver, je vais pouvoir les synchroniser. Donc on va choisir le modèle Cloud Instant 1.2 parce qu'on peut choisir différents modèles quand on va utiliser l'API
récupérer et générer. Et maintenant, donc dans mon espace de stockage, il y avait le press release de Airbus 2023. Donc il y a des informations concernant la fabrication des avions. Donc combien d'avions ici maintenant ont été fabriqués par Airbus en 2023? Donc là, on va récupérer et générer l'information. Et maintenant, on a la réponse. En 2023, Airbus a livré 735 avions commerciaux. Donc j'ai réussi à récupérer l'information grâce au RAG que j'ai mis en place. Je peux voir les détails, donc les segments des données où l'API a trouvé l'information, donc là, pour générer cette réponse. Donc ça, c'était ce qui a été récupéré grâce à la recherche sémantique. Et ensuite, j'ai eu une réponse plutôt cohérente, pas que ce chunk de documents un peu pas très lisible. Donc voilà, et donc maintenant on a parlé de ça et on va parler donc de l'IA responsable. Donc l'IA responsable, c'est quelque chose dont on entend parler assez souvent maintenant. Donc on a entendu parler à Nasser de l'IA responsable et qu'on souhaite aujourd'hui donc protéger, donc garantir un certain niveau constant de sécurité de l'IA. On souhaite filtrer les contenus nuisibles. Donc si on a des politiques d'IA spécifiques, on peut aussi éviter d'avoir des informations personnelles pour protéger la confidentialité des utilisateurs. Donc tout ça, c'est une fonctionnalité aujourd'hui, les guardrails en preview, que je vais vous montrer. Donc, hop, une petite démo. Donc, je vais aller sur donc pas mon knowledge base maintenant, mais sur guardrails, et je vais créer un. Donc pareil, en quelques étapes, je vais pouvoir configurer mes guardrails. Donc là, je vais les appeler guardrails submit. Et je vais cliquer sur Next. Donc, imaginons maintenant qu'on ne souhaite pas avoir des informations sur la fabrication des avions. Donc, je peux tout simplement créer un sujet, un topic que je ne souhaite pas adresser. Donc là, notamment, c'est un topic denied que je ne veux pas que le LLM répond. Et je dis que la fabrication des avions, c'est un sujet que je ne souhaite pas adresser. On peut filtrer les prompts et on peut aussi filtrer les réponses parce que les prompts, on peut parfois avoir du prompt injection et le modèle peut ne pas se rendre compte que c'est dangereux le prompt qu'il a reçu. Donc on peut filtrer les prompts et les réponses. Et on peut donc dire des messages spécifiques pour bloquer donc les prompts entrants et on peut avoir donc des messages spécifiques pour bloquer les réponses. Donc là, la réponse est désolé, je ne peux pas répondre je ne peux pas donner une réponse. Voilà. Je vais cliquer sur Next et je vais donc vérifier tout ça et je vais créer donc mon guardrails. Donc je vais aller dessus, donc c'est mon guardrails submit. Et maintenant, donc comme tout à l'heure, je vais choisir le modèle parce que je peux avoir des guardrails sur différents modèles et je vais choisir le 1.2 et je vais poser maintenant donc cette fameuse question que vous avez, je pense, tous vu plusieurs fois, c'est combien d'avions ont été fabriqués par Airbus? Et je vais cliquer donc sur Run. Je vais voir ce que je vais avoir comme réponse. Donc le modèle il va tourner, il va essayer de vérifier donc est-ce qu'il y avait des propos haineux ou dangereux que je ne veux pas avoir, et le modèle a donné une réponse. Donc voici quelques informations sur le nombre d'avions par Airbus, mais la réponse finale, comme vous voyez, désolé, je ne peux pas donner une réponse à ce prompt parce qu'il a détecté un sujet interdit. Voilà, donc là, on a vu un exemple de l'IA responsable avec les guardrails. Et je vais faire un petit récap. Donc aujourd'hui, on a vu la personnalisation et l'augmentation et les concepts RAG avec Joël. On a eu un témoignage avec Nasser d'Airbus. Et on a vu le workflow d'ingestion de données, les bases de connaissances Amazon Bedrock et les guardrails. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, je vous ai mis de la documentation, donc les knowledge bases d'Amazon Bedrock et des exemples sur GitHub que vous pouvez utiliser pour déployer vos propres bases de connaissances, faire les tests et exploiter ça. Et donc, je vous remercie de ma part, de la part de Joël, de Nasser, et si vous pouvez aussi nous faire un petit feedback, comme ça on peut s'améliorer pour la prochaine fois. Donc, merci tout le monde.